Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club, avec ce soir pour inviter l'incontournable Jean-François Albert, qui est une des chevilles ouvrières de ce club depuis de très longues années, et qui est actuellement l'entraîneur du U19 avec Mika Simon, et qui se double aussi d'être le directeur sportif du club. Et Fred Kamel, qui comme ses complices Teddy Sadaoui et Florent Tos, est un entraîneur heureux, puisque son équipe a disposé du champion de France Albi il y a peu de temps, et s'est qualifié pour une nouvelle finale de Coupe de France contre ce même club d'Albi le 11 avril prochain à Brutus pour la 30e ou 31e, parce qu'il y a débat, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la 30e ou 31e finale de Coupe de l'histoire du club. J'en étais à 30, mais bon. Donc ce serait la 31e, c'est bien ça, ça confirme. Donc, bon, mais, écoutez, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Jean-François, si vous êtes l'entraîneur des U19 carcassonnais, vous en êtes également le directeur sportif, comme on disait. Et vous avez vu défiler depuis pas mal de temps, quand même, toutes les générations de jeunes rugbymen carcassonnais. À ce jour, quelle est la génération qui vous a le plus marqué? Si votre mémoire peut remonter assez loin. Oui, je pense qu'une des très grosses générations, ça a été la génération Sadaoui, Mouli, Giovanni, Alberola, les Bastien Canet, puisque en fait sur cette équipe-là, je pense que la quasi-totalité des joueurs ont atterri en élite 1 à un moment donné, et certains ils sont encore à demeure. Je crois que ça a été une très grosse génération dans les 20 dernières années. Là. Après, il y a eu, là j'étais plus petit, mais la génération avec Didier Butignol, Frileux, enfin, il y a eu Jean-Luc Delarose aussi, là, sur une saison où ils avaient brillé en club, ils avaient brillé à l'international. C'était, je crois, une des premières fois où on battait les fameux Colts à l'époque, là. Donc, avec des joueurs qui aussi ont figuré, mais peut-être pas dans la même proportion. Je pense que la génération un peu plus jeune, là, ils ont été. Parce qu'il y avait aussi Florent Rouanet, il y avait Jérémy Guiraud, enfin, il y avait Jean-Philippe Bel, enfin, tout ce monde-là qui a marqué l'histoire est arrivé, l'histoire du club et même l'histoire du jeu, puisque beaucoup ont été internationaux, ont joué au Dragon. Enfin, il y a eu beaucoup de cette génération-là. Je crois que c'était une très très belle génération, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, plus dans le dur de dire on sort une génération. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même une régularité qui s'est installée finalement à travers ce qui se passe avec le VAR, avec l'élite 1, avec les U19. Alors certes, les U19, on est pour moi un peu loin du compte collectivement, voilà. Mais on continue de sortir des joueurs, ce qui est plutôt très rassurant. Et en fait, je pense qu'on l'évoquera, mais la performance du VAR, elle est intéressante aussi à ce niveau-là. Donc, à cette heure-ci, le bilan sportif du club est-il en adéquation avec ses objectifs du club? Et je ne parle pas nécessairement ni du U19 ni de l'équipe élite, de l'ensemble du club, sportivement. Oui, je pense qu'on n'a pas avancé masqué. On a dit que cette année, on voulait retrouver un vrai statut de favori. C'était dit par Fred, par le staff, c'était dit par les présidents. Et ce que je trouve plutôt très bien et admirable, c'est qu'on l'assume. Voilà, on ne sortait pas d'une saison décevante, mais une saison sans titre, nous avons été très mal habitués. Fred nous a très mal habitués, puisqu'on gagne, on gagne plus pas pour autant. Voilà, on n'y en veut surtout pas, mais on gagne plus que ce qu'on perd. Donc c'est vrai que la saison dernière, elle était certes intéressante, mais elle a laissé de l'amertume à tout le monde, aux joueurs, aux dirigeants, à l'entraîneur, à tout le monde, parce que on est passé tout près de ce qu'on avait vécu l'année d'avant. Donc voilà, donc je crois que là, non, le club peut être vraiment satisfait de ce qui se passe. Et ça va continuer. Voilà, justement. Vous le voyez évoluer comme ça les prochaines années, dans cette dynamique? Est-ce qu'on sera dans la même dynamique? J'allais dire certainement pas à un moment donné, puisque vous le savez aussi, notre effectif, aujourd'hui, il a des cadres qui commencent à être des cadres. Vous disiez que vous avez connu jeune. Voilà, des cadres plus. Donc, il y aura forcément un renouvellement. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'y prépare? J'aurais tendance à dire que oui. Après, il y aura forcément remplacer des joueurs qui ont 10 titres compteurs et 15 ans d'expérience en élite. Ça ne peut pas se faire non plus d'un coup de baguette magique. Mais je pense qu'il y a des potentiels qui se sont révélés, qui vont continuer à se révéler.
Et par contre, il faudra que ces jeunes garçons, ils intègrent aussi que c'est pas parce que tu es arrivé que c'est fini. À Carcassonne, c'est fini quand tu as gagné. Hein, donc, encore, c'est fini. Quand tu as gagné souvent, hein, pas une fois par hasard. Donc, voilà, il faudra qu'ils assument ça. Parce que passer derrière des joueurs que vous connaissez tous, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Il va y avoir des possibilités, des opportunités, mais il faudra après assumer le costume. Voilà, donc, il y a des garçons comme Paul Galli, Yanis Assini, Yanis Etat, Julien Malarin ou Antoine Bonal, qui ont déjà poussé les portes de l'équipe 1. Hein. Est-ce que vous voyez d'autres garçons dans leur sillage qui pourraient prétendre à ce niveau à plus ou moins long terme, quoi? Oui, dans la génération junior actuelle, il y a, enfin, j'espère bien, hein, il y a des garçons qu'on verra inévitablement. Je pense à Teddy Cadonas, qui est peut-être le plus près de tous de mettre le nez à la fenêtre. Et enfin, Fred en parlera ou pas, mais il est très probable qu'il y ait pour lui une opportunité à un moment donné. Je pense que Théo Villan, et même si c'est une année un peu compliquée pour lui, par ailleurs, il effectue un gros travail sur son physique, on le lui demande depuis longtemps. Et il y a les Valentin Marquez, les Gauthier Mouchon, les Tonéo, qui sont des joueurs très intéressants, il faut rassurer, et encore d'autres, parce que Anthony Laporte a certainement un profil à surveiller de près, puisqu'on a peu de joueurs qui peuvent jouer 3 à 4 postes, et on voit très bien, encore dans l'effectif actuel de ces 13 en élite, on a besoin de joueurs qui ont des profils un peu comme ça, qui peuvent nous rendre beaucoup de services. Oui, il y a ce que vous avez évoqué, ce qui était avec le VAR, et dont on voit quand même les bienfaits, hein, ce qu'on dit se passe, donc ça c'est bien, puisque c'était pas écrit d'avance, ça non plus. Hein, il faut faire confiance, il faut se faire confiance. Là, je vois que voilà, on ne s'était pas trop trompé sur les garçons qu'on a dirigés vers le VAR. Et je vois la saison du VAR, je peux être que satisfait de performance de Diego Bérail, Julien Malarin, Yanis Etat, et même si eux étaient déjà un peu plus aguerris, hein, il y avait aussi Maxime Velondrade, voilà, je cherchais, voilà, qui ont été utilisés. Et puis quand je la vois encore, j'ai en tête les images de dimanche, mais bon, Lucas Rodriguez, on le connaît quand même, hein, il était avec nous, en fait, et d'autres, hein, et d'autres. Et d'autres. Il y a 3 joueurs des U19 là, qui, au mois de février, avaient effectué un stage dans le cadre des rencontres internationales de la Coupe d'Europe qui va se dérouler en juillet, je crois, à Font-Romeu. Il y avait Antoine Bonal, Teddy Cadena et Tom Zitter. Est-ce qu'ils ont eu des retours sur leur... Est-ce que leur comportement a été apprécié? Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose de ça? Oui, non, c'est ils poursuivent l'aventure. Oui, c'est des joueurs qui sont clairement dans comme on dit maintenant, dans la shortlist. Hein. De toute manière, ça va se terminer bientôt, parce que je crois que le dernier stage, il est maintenant. Et il est là, incessamment sous peu. Donc il y aura une liste, oui. J'espère qu'on aura le plus de garçons possible, hein, parce que c'est toujours pareil. Ce niveau international chez les jeunes, il est finalement extrêmement important et extrêmement parlant. Peu de joueurs qui ont été internationaux dans la catégorie U17 ou U19 ne se retrouvent pas en élite. Quand je dis peu, c'est de mémoire. Je pense que sur une génération, il y a un joueur qui n'a pas joué en élite. Mais après, tous les autres, ils ont joué en élite à minima. C'est la bonne filière. Hein. Oui, c'est la bonne filière. Fred, depuis le 17 janvier, donc date de la victoire à Saint-Estève, votre équipe n'avait pas joué le match avant le 1er mars, donc, avec la réception d'Albi. Comment vous avez géré cette période-là, au niveau des entraînements? Tout a été plus compliqué, effectivement. C'est compliqué. Le plus compliqué, en fait, c'est quand on apprend le vendredi. Souvent, quand vous apprenez le vendredi que vous ne jouez pas le lendemain, par exemple, donc vous avez prévu un captain run de 25 minutes, et puis au dernier moment, vous dites aux garçons que finalement, on va faire un peu de physique pour remplacer la compétition. Donc là, le moral est moins bon, et il faut arriver à les remettre dedans, on va dire, hein, et ça a été chose faite sur les mardis et jeudis, certains vendredis qui étaient très très bien, mais on a pu aussi travailler sur des schémas qu'on a pu intensifier par moment avec... et ce que disait Florentos. C'est ça, avec beaucoup d'âpreté par instant, mais aussi beaucoup de techniques, de travail, on va dire, intensif et précis. On a travaillé sur les détails, sur la précision de certains enchaînements, et on voit que ça a porté ses fruits, tout en
tout en essayant de garder aussi un travail sur le fond pour que justement on ne manque pas trop de rythme. Et après, voilà. L'interrogation majeure, c'était quand même au niveau du rythme. Et c'était le rythme, et surtout qu'on recevait Albi. Voilà, c'est ça. Et donc, on reçoit le champion de France. Forcément, qu'on se dit, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas avoir un petit trou d'air ou pas? Ça, il n'y a que le terrain qui peut le juger et dire si on était dans le vrai ou pas. Et on a vu que, on avait beaucoup de jus et que finalement, sur le fond, on était prêt aussi. Quand on prépare un match contre une formation qui vous a battu 5 fois consécutivement, quels sont les mots pour essayer d'inverser cette tendance, au moins dans la tête des garçons, leur faire comprendre qu'on n'est pas loin et que tout est possible? Je pense que déjà, le gros avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a pas besoin de motiver les garçons, il n'y a pas besoin de leur faire comprendre beaucoup de choses. Ils sont très... perceptifs. Ouais, et puis ils connaissent. Voilà, c'est des joueurs talentueux, là, tous. Donc, forcément, ils savent déjà à peu près ce qu'il y a à faire. Nous, on va insister sur certains détails, sur certaines formes de jeu, sur certains points importants qu'à un moment donné, il faut souligner. Et c'est juste ça, quoi. Et c'est arriver à coordonner l'ensemble. Et derrière, par l'exemple, par ce qu'on reproduit sur les séances d'entraînement, après, les joueurs sont capables de retranscrire ça sur le terrain. Sur ce 5e match d'affilée, c'est le spectateur qui parle, là, il m'a semblé qu'au niveau du plan de jeu, il y avait eu plus de diversité que lors des confrontations précédentes, où c'était plutôt, bon, ils venaient vous chercher devant, vous essayez de répondre. Là, on a vraiment envoyé le ballon vers les ailes, on a aéré le jeu, on s'est sorti de leur rang de tenue aussi. Ça. Après, on avait beaucoup insisté justement sur ça, sur la variation de notre jeu, où on était capable de les jouer devant, mais on était capable de les jouer sur les extérieurs aussi. Et justement, le mot variation que tu as utilisé, Pierre, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans le vestiaire, et on a insisté là-dessus. Lucas et Clément l'ont superbement mis en place et ont vraiment conduit et drivé l'équipe dans ce sens-là, et tous les joueurs étaient au diapason, donc forcément ça donne à la fin une première mi-temps assez exceptionnelle quand même. Exactement. Compte tenu de l'opposition, parce qu'il ne faut pas la réduire parce que le score a été lourd. En fait, c'est le champion de France. Tout à fait. Et qui nous avait fait du mal quand même certaines fois. Voilà. Exactement. Et puis si on prend tous les joueurs un par un, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aiment, que ce soit les Bradwell, que ce soit des fois Dia, que ce soit Toléa Foa, Chase Bernard. Donc je veux dire, ils étaient au complet avec des joueurs, Tristan Dupuis, Soulet, qu'on ne connaissait pas, qui s'est très très bien adopté, Robin Brochon. Enfin, je veux dire, les 17, on peut les citer, plus quelques-uns qui ne jouaient pas. Ouais, c'était un ensemble qui restait en plus sur de bons matchs, donc qui ne sont pas évidents à battre. Donc c'était vraiment une performance très appréciable. Est-ce que vous avez quelques stats pour étayer justement ce qu'a été la domination de Carcassonne en première mi-temps, au niveau de la conservation du ballon notamment, oui, on est pénalités à peu près à 74%, je crois, de chaînes complétées. C'est dans les standards. Ouais, et on est à 11 pénalités sur toute la partie, donc ça c'est pas beaucoup. Pour nous c'est même bien, même si je pense qu'on peut encore mieux faire. Mais voilà, ça a été sur les plaquages manqués, on est à 4 plaquages manqués, je crois. Donc c'est vraiment pas beaucoup, et ça a été vraiment le ciment de la victoire aussi. Même si comptablement, ce match ne vaut pas plus de points que si vous battez Saint-Gaudens. Hein. Mais dans la tête des joueurs, je pense que ça doit compter quand même beaucoup plus. Oui, c'est important pour la confiance parce que ce match, vous pensez ? C'est déjà la seule équipe qui nous a battus cette année. C'est l'équipe, voilà, comme on parle de bête noire, c'est clairement l'équipe qui nous a dominés sur les dernières saisons. Donc il fallait remonter à la finale de 2024 pour la dernière fois on les avait battus, et c'était de 2 points. Donc forcément ça reste un ensemble très très compétitif, et de jouer ces garçons-là c'est toujours très motivant, mais c'était toujours des matchs serrés, que ce soit la finale, que ce soit la demi-finale en prolongation l'année dernière. Donc voilà, c'était vraiment important de se jauger et de voir qu'on était capable de faire une performance contre eux aussi. Et ça, c'était vraiment le point. Pensez-vous qu'il y aura un avant et un après ce match? Non, est-ce que ce n'est pas une confirmation que vous attendiez, de savoir que vous pouviez rivaliser, même les... Je ne crois pas beaucoup entre les avant et les après, parce que chaque période a ses vérités, et la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle d'un 2 mois. Il y a des blessures, il y a des faits de matchs qui peuvent arriver aussi. Je pense que c'est très bien pour la confiance. Voilà, ça, c'est sûr que c'est un point positif pour la confiance, pour le moral des joueurs, pour
pour appuyer, étayer ce qu'on est capable de faire. Voilà, on a fait ça voir donne que un canevas pour voilà, on sait, on est capable de faire ça. Donc, si on l'a fait une fois, on est capable de le reproduire. Voilà. Après, je pense que Albi est aussi capable de monter son niveau de jeu. Donc, nous, il faut aussi qu'on arrive à garder beaucoup d'humilité sur notre jeu, sur notre performance qui était très très bien. Mais après, voilà, tous les compteurs seront remis à zéro pour la finale de Coupe de France. Eux seront revanchards. Et nous, on ne sera pas justement avec un excès de confiance. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que c'est le piège dans lequel on pourrait tomber. Et ça sera pas chose faite pour nous. Et samedi dernier, donc, rebelote avec un gros match à nouveau, avec une demi-finale de Coupe contre les Ignans à Toulouse, avec une belle opposition de les Ignans, notamment en début de rencontre, puisque pendant 20 minutes, ils nous ont quand même contrariés. Je vais même pousser sur 80 minutes parce que jusqu'à la fin, ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien lâché. Donc, moi, j'ai revu un Lézignan avec un esprit combatif comme on les connaissait avant. Et je trouve qu'il y a eu plus discipliné. L'ambiance du match était vraiment au rugby à 13. C'était vraiment super parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles. Moi, voilà, j'ai des amis qui venaient voir un match pour la première fois de Super 13 et qui nous ont dit mais waouh, qu'est-ce que ça joue, il y a un rythme incroyable pendant 80 minutes et chaque équipe s'est rendue coup pour coup avec beaucoup de variations dans le jeu des deux côtés. Ils ont essayé de contourner notre bloc, ils ont concédé beaucoup d'efforts, ils ont libéré beaucoup de ballons en essayant de se sortir de nos plaquages. Ils nous ont clairement mis en difficulté sur le premier quart d'heure. Ça a surpris les joueurs, peut-être cette opposition à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas. On s'attendait à ce qu'il y ait un gros Lézignan parce que les Lézignans restent Lézignans et ça sera, c'est toujours dans leur valeur de combat et dans la forme peut-être. Voilà. Mais voilà, on se doutait qu'ils allaient vouloir contourner notre bloc aussi, mais ils l'ont bien fait. C'est surtout ça, ils ont mis beaucoup de qualité et je pense qu'après nos joueurs aussi ont su monter le curseur et élever leur niveau de jeu pour justement arriver à trouver les failles. Et là, ça a été la même chose. Je prends Lucas et Clément ont très bien dirigé le bateau et ont su justement dans la variation aussi trouver les solutions et c'était pas évident sur ce match-là. Voilà, justement, j'allais vous poser la question sur Clément Herrero, qu'on a retrouvé quand même après ses problèmes à un genou. Oui. Il a eu du mal un peu à retrouver toutes ses capacités, mais là, sur ce match, on a vu qu'il était redevenu un meneur de jeu quand même assez essentiel au bon rendement de l'équipe. C'est clairement l'animateur du côté droit qu'on attendait depuis un petit moment. Il a réglé ses problèmes et forcément quand dans la tête vous êtes bien puisque le physique ne vous pose plus de problèmes, ça se voit sur le terrain, il prend beaucoup de plaisir, il trouve beaucoup de combinaisons avec Vincent, avec Paul Séguier aussi. Ils ont trouvé vraiment une alchimie qui fait plaisir à voir et dans l'entente avec Lucas c'est pareil, ils s'entendent très très bien. Morgan Escarré qui vient se greffer là-dessus, les talonneurs sont au diapason aussi, donc forcément, ça rejaillit sur le terrain. Ça fluidifie tout, oui. C'est ça. Jean-François, vous, U19, on était confrontés finalement aux mêmes conditions climatiques que leurs aînés. Et vous, comment vous l'avez géré cette période? Ça a été peut-être plus compliqué parce qu'avec les jeunes, c'est peut-être plus compliqué de maintenir sous pression quand il y a possibilité de ne pas jouer le week-end. Oui, enfin, au-delà des jeunes, on n'avait pas les mêmes conditions. La une a quand même le bénéfice d'un terrain synthétique et ça change beaucoup de choses. Il y a des semaines entières où on n'a pas pu s'entraîner en dehors de l'espace que nous a laissé l'équipe 1, justement, souvent sur des vendredis, où on a pu venir se greffer. On a passé 2-3 semaines, c'est vrai, très très compliqué. Après, c'est vrai, où c'est chez les jeunes, c'est encore plus difficile. C'est que bon, comme fait exprès, on a l'impression que c'est la semaine où il y a tous les examens qui se greffent. Enfin, il y a toujours une bonne raison, en fait, après, de se trouver une excuse, ce qui est moins vrai en une, même si la différence, elle est aussi contractuelle. Hein. Les joueurs de la une, ils sont engagés par un contrat, donc c'est pas tout à fait pareil. Donc on ne peut pas non plus, des fois, avoir le même niveau d'exigence avec des garçons qui ne sont pas engagés par un contrat et qui voient effectivement des opportunités de se libérer de quelque chose et qui arrivent tard, puisque on était à la même enseigne, on apprend le vendredi, après voilà. Ils ont plus tendance à se disperser, effectivement. Voilà, il y a un peu plus de dispersion. Non, après c'est difficile pour tout le monde. Hein. Ça a été. En plus, c'est arrivé au mauvais moment parce que l'équipe était dans une bonne dynamique. Il y avait une dynamique qui s'est installée, non pas qu'elle est rompue, mais
on s'est retrouvé en fait sur le retour à jouer les très grosses écuries. Et on va continuer, parce que samedi on ira à Toulouse et que Toulouse a prouvé encore ce week-end que c'était une très grosse écurie, puisque les invaincus et les annoncés gagnants avant de commencer ont perdu dimanche. Donc ça veut dire ils ont battu les Catalans et en plus pas avec le meilleur Toulouse. Ils avaient un très bon Toulouse, mais ils peuvent être encore plus forts. Il manquait encore un ou deux joueurs qui pouvaient renforcer cette équipe-là. Donc ils ne joueront peut-être pas contre nous, peut-être ils joueront contre la Une, justement, puisqu'ils y jouent régulièrement. Et voilà, on s'est retrouvé sur le retour à jouer les Catalans à Perpignan, les Ignans, Albi et Toulouse. Donc voilà. Et après, c'est le constat qu'on fait. Hein. On n'est pas loin, on est très loin. Voilà. Si on sent qu'on est capable, encore contre Albi, on a une réponse sur la défense pendant 20 minutes qui est plutôt très bonne, parce qu'ils nous jouent beaucoup de coups, ils nous mettent en difficulté quasiment sur tous les coups et on prend très peu de points puisqu'on est 18-0 à la pause, avec en plus un essai qui est clairement pas. Mais c'est après, quoi. On peut pas être que dans ça. Il faut avoir des choses à vendre aussi sur l'offensif. Ça manque un peu de continuité dans la performance. Puis ce qu'on dit, le lien qu'on retrouve, on n'avait jamais trop perdu cette année, hein, mais c'est vrai que là, et c'est aussi bien de le dire, je pense à Clément Hérault en particulier, c'est aussi bien de dire que voilà, des meneurs, il peut y en avoir plein. Mais la réalité du terrain, c'est que quand on a les deux meneurs qu'on a choisis depuis plusieurs saisons, c'est pas que le hasard non plus. Quand ils sont ensemble, la partition, elle sonne davantage. Donc ça, c'est évident. Donc il y a forcément... et ça n'a rien de péjoratif pour ceux qui ont tenu le rôle et qui ont gagné des matchs. En plus, hein, ça n'a rien à voir. Mais la réalité des choses, c'est qu'on choisit des garçons avec un rôle précis sur le terrain et c'est pas le hasard non plus. Et de temps en temps, il faut leur rendre aussi... hein, on sait dire quand ils sont pas bons, il faut aussi dire quand ils sont bons. Et surtout que c'est souvent ça en plus. Hein, au rugby, vous le savez, c'est un peu toujours la faute à la charnière quand on perd et c'est jamais grâce à elle finalement quand on gagne. Donc nous, je trouve que c'est bien pour eux. Donc, voilà. Donc, nous, on a besoin de ce lien, on a besoin de temps pour créer quelque chose justement sur les entraînements. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à mettre en place. Ce qu'on n'arrive pas à mettre en place. Pour expliquer la différence, quand même, bon, chaque fois qu'il y a des écarts au score, si vous voulez, par rapport à des formations comme les Ignans, que vous avez évoquées après Albi, bon, à la limite, les Dragons et Toulouse, on peut comprendre que c'est une autre ossature. Mais comment vous expliquez cette différence? Est-ce que la formation est meilleure chez eux? Est-ce que... Ah ben après, clairement, quand on se tourne vers les Catalans, aujourd'hui, ils jouent une sélection. Non, mais sans parler des Catalans, en parlant de les Ignans, mettons, et d'Albi qui... Les Ignans et Albi sont sur deux générations U17, U19 qui sont très Nous, on a beaucoup de U17 aussi, peut-être. Ça pénalise la jeunesse, pénalise un petit peu, non? Non, ça non, parce que justement, dans notre groupe, c'est... Souvent, les meilleurs, ils sont là, en fait. C'est nos plus jeunes joueurs. C'est nos plus jeunes, c'est bien, mais c'est vrai qu'Albi et les Ignans c'est pour ça aussi que je suis, si on parle un peu plus de Lézignan, peu inquiet pour l'avenir de Lézignan. Hein. Lézignan a une génération de garçons qui arrivera inévitablement, qui arrivera à un excellent niveau et on retrouvera, je pense, Lézignan très vite performant s'ils continuent d'insister justement avec ces jeunes garçons-là. Et Albi et eux, c'est quand même des pourvoyeurs pour le niveau international, je parlais, très important. Hein. Il y a beaucoup de jeunes d'Albi à l'équipe de France Canet, à l'équipe de France U17 et U19. C'est pareil du côté de Lézignan. Ce sont des équipes qui sont à la fois en pleine confiance, qui ont vraiment du matériel et qui ont en plus, et c'est particulièrement vrai pour Lézignan, des coachs qui les font très très bien jouer. D'ailleurs, j'ai été assez surpris que Lézignan soit éliminé par Albi, puisque je pensais que Lézignan était meilleur. Sur ce match-là, Albi a été plus puissant, a été plus plus lucide. Ils ont des joueurs qui ont à un moment donné, dans ce moment-là où il fallait marquer, ils ont les joueurs pour. Hein, voilà. Après, c'est aussi une catégorie. C'est vrai en élite 1, hein, mais c'est plus frappant à un junior. 2-3 joueurs peuvent véritablement modifier une équipe, surtout dans ces moments-là, dans les moments un peu tendus. On se rend compte que c'est quand même souvent les mêmes joueurs qui trouvent la solution dans cette catégorie. Hein. On attend des joueurs et souvent ils sont au rendez-vous.
Ouais, c'est peut-être à des moments ce qui nous manque. Il nous manque peut-être le joueur qui pourrait te déclencher plus de temps en temps. un petit plus de temps en temps ou te permettre de rester au contact. Mais bon, après, voilà, on est un peu sonné là, avec Mika, parce qu'on y met beaucoup d'enthousiasme, on y met beaucoup de temps. On aime beaucoup notre équipe, mais on, on a encore cette difficulté justement à ce que les connexions elles soient là tout le temps et pas à des moments. On a fait des matchs assez paradoxaux, hein. On va à Perpignan, c'est la plus grosse équipe, on y va avec une équipe affaiblie. C'est quasiment un des meilleurs matchs qu'on ait fait. Donc, alors, voilà, on est un peu des fois dans une forme un peu paradoxale. Voilà. On a quand même battu Toulouse contre toute attente, puisque personne ne nous voyait trop. Et le jour où on les bat, ben, on gagne ni par chance, ni on les bat parce que ce jour-là, ben, on est meilleur. Et c'est ça qu'on n'arrive pas forcément à répéter. On n'arrive pas à répéter. Et bon, ça va venir. Hein. Ouais, si on jette un coup d'œil au classement, on s'aperçoit que Carcassonne est 10e, mais compte 3 matchs de retard sur certains, puisqu'il y a 12 matchs pour Carcassonne, et certains sont à 15. Le calendrier qui arrive a l'air d'être plus favorable quand même, puisque, hormis les Ignans, ensuite, il y a Saint-Gaudens, Pia et Villeneuve qui paraissent être davantage dans les cordes. Donc la qualification dans les 6 est toujours l'objectif. Ah, c'est clairement l'objectif. Et puis on a ciblé les matchs que vous venez de cibler. Hein. Il faut qu'on prenne les points là. C'est un impératif. Après, il y a d'autres enjeux pour les équipes justement du haut, puisqu'il y a déjà une finale qui va être, qui va être un peu dans les têtes. Il y a la gestion des effectifs premiers aussi, puisqu'il y a des équipes qui vont clairement jouer encore. Je pense à Toulouse. Toulouse, ayant gagné à Villefranche en première, se retrouve aujourd'hui à se dire la qualif, elle est là. Donc ils voudront certainement mettre tous leurs joueurs meilleurs, y compris les plus jeunes. Ils regarderont moins, ils regarderont leur intérêt premier, que je comprends. Hein. Si j'étais entraîneur de Toulouse, eh bien, les 4 juniors qui jouent en première, eh bien, ils joueraient en première tout le temps, parce que tu peux te retrouver qualifiable. Donc, voilà, non, mais nous, il faut clairement qu'on arrive à rentrer ces matchs, parce que je crois que le groupe le mérite. Hein. Le groupe le mérite, mais la difficulté principale qu'on a, c'est que reproduire les... ouais, puis nos joueurs qui mènent le jeu, nous, on ne les a pas 3 fois dans la semaine. Donc la difficulté, elle est vraiment là. C'est difficile de travailler. Alors, on va faire beaucoup de spécifiques, beaucoup de skills, ça c'est bien. Les joueurs, ils ont tous progressé, je suis sûr, individuellement et compagnie, mais pour créer ce lien, il faut arriver à travailler davantage. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Fred tout à l'heure par rapport à ces 5 semaines. Oui, certes, ça a été embêtant sur la dimension physique et psychologique à gérer, mais par contre, ça a permis un gros travail, justement, de précision, d'être plus dans ces connexions, justement, là. C'est-à-dire, on va beaucoup travailler nos plays parce qu'il faut que ça soit fluide, il faut que les ballons, ils arrivent bien, il faut, voilà. Moi, j'ai en tête trop d'images où tout est bon, mais on a 2 transmissions qui ne sont pas bonnes. Et ça, pour le régler, ben, c'est répéter, 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 répéter. Et ça c'est frustrant. Bon, votre qualité de directeur sportif du club aussi, vous avez dû être ravi de la prestation qu'on a évoquée tout à l'heure du VAR, qui a tenu la dragée haute au champion de France Super 13 quand même, puisqu'à la mi-temps, le score était 4-2. Mais ce n'est pas une surprise sur ce qu'ils ont montré tout au long de la saison. C'est une équipe qui a trouvé, j'allais dire, un vrai équilibre, qui a trouvé un système de jeu qui lui correspond complètement. Je pense qu'on avait aussi donné la voix. Hein. On avait vu que si on les tapait dans toutes les zones, ça les gênait. Villegayen a continué de faire ce qu'ils font tous les dimanches. Hein. Ils balayent le terrain beaucoup. C'est une équipe qui essaie de vraiment jouer sur ses qualités, à la fois de vitesse, à la fois de confiance, hein, puisque dimanche, on pouvait être surpris. Ils jouent à Albi à l'extérieur. Dans le premier quart d'heure, ils écartent 3-4 ballons dans leurs 10 mètres. Il n'y a pas beaucoup d'équipes d'élite 2 ou d'élite 1 qui diraient on va faire ça. Ça peut paraître une tactique suicidaire, sauf que comme ils jouent tout le temps comme ça, ben, ils ne manquent pas les passes, les ballons ne tombent pas. Et ils ont fait plus que perturber cette équipe. Ils l'ont vraiment dérangé. Il leur a manqué quoi dans cette première mi-temps? C'est d'arriver à rentrer les occasions. Hein. Donc, s'il rentre les occasions en première mi-temps, il aurait été légitime qu'il tourne quasiment en tête, sauf que Albi a franchement une vraie occasion, il la rentre, et que le VAR en a une paire. Voilà. Après le match,
on pouvait se dire que sur la durée, ça allait être compliqué. Il n'empêche qu'ils ont offert une résistance jusqu'à la dernière minute, puisqu'ils ne prennent pas un dernier essai que, y compris monsieur l'arbitre, participer à ceux qui le prennent. Donc, mais ils ne l'ont pas pris. Donc ça, c'est magnifique parce qu'ils méritaient un score comme il y a eu. Voilà, et je trouve que c'est super parce que oui, c'est une défaite, hein, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas se faire complètement d'illusions après la première mi-temps, puisque la durée en général est plutôt favorable à la grosse d'écurie. Puis la tournante d'Albi, elle était quand même nettement plus costaud aussi. Hein, donc, tu disais, sur la durée, ça va craquer. Mais ça aurait pu craquer avec un 50-2 à la fin. Et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment une équipe qui en a surpris plus d'un. Hein. D'ailleurs, on a entendu, les commentateurs étaient quand même très élogieux et à juste titre, même si c'est Albi qui est en finale et qu'Albi le mérite. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, pas... Bon, Fred, votre équipe se déplace aussi à Toulouse, donc, ce samedi. Toulouse, une équipe qu'il faut prendre quand même au sérieux, parce que bon, elle reste sur des bons résultats. Elle a gagné à Villefranche, avec la manière. En plus, c'est une équipe qui, peut-être, comme l'équipe du Théo, ne joue pas en Super League ce week-end, peut-être, qui nous fera le cadeau de quelques équipiers. Ben, c'est déjà le cas depuis quelques, ne serait-ce qu'à Villefranche, où on a vu des Chifolo, des Tropis, des Stéphanie jouer avec cette équipe-là, et sur un ensemble qu'ils ont amélioré, on va dire, cette année, puisqu'ils ont récupéré des joueurs d'expérience comme Michael Rouche et González Strick qui donnent de l'épaisseur à cette équipe-là. Et puis après, voilà, les jeunes qui, entre guillemets, prenaient des points les saisons avant, eh bien, ils ne le sont plus, jeunes. Ils sont expérimentés, ils ont tous entre 20 et 52 matchs maintenant de Super 13 dans les jambes, et forcément, eh bien, ils se sont bien acclimatés, ils sont aussi très bien entraînés par Sébastien Raguin et son staff. Et puis, il y a aussi maintenant la fenêtre Super League qui est au-dessus. Et clairement, si on peut se faire voir en équipe réserve pour postuler, que ce soit dans le groupe ou aux entraînements de l'équipe 1, eh bien, ça donne de l'appétit. Oui. Et ça, tout ça, ça fait que... Il n'y a pas trop de pression en plus. Exactement, c'est pour ça qu'eux aussi, ils sont beaucoup plus performants. Et aller mettre 36 points à Villefranche, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une équipe dont on se méfie grandement. Les matchs face à Albi et les Ignan n'ont pas laissé trop de séquelles sur le physique de vos joueurs? Il y a quelques blessures, quelques bobos, on va dire. Et donc, on va faire le point ce soir avec la cellule médicale. Mais, Alexis Alberola, où est-ce qu'il en est? Alexis doit reprendre la course ce soir. Donc, on va voir Germain Rigaud aussi. Donc, on va voir l'état des lieux avec Vincent Albert et Sofiane Bitigri, où est-ce qu'ils en sont aussi. Et puis... Et après, voilà, ça sera à peu près le même groupe qui se déplacera à Toulouse. Ouais. Bon, votre optique, c'est pas de faire tourner pour ceux qui ont un peu moins de temps de jeu Non, après... Ou on se met en configuration déjà, on avance vers les... Après, on n'a pas menti aux joueurs et on a clairement dit, dès le coup de sifflet final, sur le débriefing du match, la première chose que l'on a pointé, c'est que cette année, on a vraiment un ensemble très compétitif. Où on ne va pas dire qu'il y a 17 joueurs et le reste, il y a vraiment un groupe, un squad de 25 joueurs où tout le monde peut prendre la place à tout le monde. Et c'est clairement cette émulation qui fait qu'aujourd'hui, notre ensemble est performant aussi. Donc c'est avec des entraînements de qualité qu'on construit les matchs et on joue comme on s'entraîne. Et aujourd'hui, nous, avec Florent et Teddy, on se gratte la tête pour faire l'équipe dans le bon sens parce que annoncer un joueur qui ne participe pas à une demi-finale de Coupe de France, alors que ça se joue à rien, et c'est des fois des questions de choix, mais on les fera ces choix-là, et là, clairement, on a dit qu'il y avait 4 matchs avant la finale, et on va passer tout le monde sur ces 4 matchs-là, et puis les 17 que l'on estimera les meilleurs, on se trompera peut-être, mais les 17 que nous, on estimera les meilleurs, joueront la finale. Là, maintenant, il n'y aura plus donc qu'un week-end off, je pense, d'ici la phase finale qui vous amènera je ne sais où. C'est ça. Comment vous l'abordez, dans quel état d'esprit? On va clairement prendre les matchs les uns derrière les autres. On va travailler sur justement
la fraîcheur des garçons, on va beaucoup bosser avec le médical, nos kinés, Florent Casanave et Stéphane Provost nous aident beaucoup, Christian Valero nous aide aussi énormément, René Flaborea fait un travail d'anthologie vraiment, et du coup c'est eux aussi qui nous disent peut-être que là à un moment donné il vaut mieux reposer ce garçon-là, donc nous on va aussi regarder comment se présentent les matchs, comment les joueurs ressortent de chaque match, et si à un moment donné il vaut mieux peut-être donner un tour à un joueur et puis mettre un autre joueur à sa place, etc. Donc ça sera vraiment du management à assumer, il faudra que nous, en tant que staff, on soit performants là-dessus. Ça fait maintenant 11 saisons que vous œuvrez au sein du club, je ne sais pas si vous avez ce souvenir-là. Donc il y en a une à la tête du 19, 2 en qualité d'adjoint de Patrick Alberola et 8 en tant qu'entraîneur-manager. Donc vous avez un bilan qui est quand même assez exceptionnel, permettez-moi de le rappeler. Il y a 4 victoires en Coupe de France sur 4 finales disputées. Donc 2017, 2019, 2023, 2024. 2 titres de champion pour 6 finales disputées. Et un doublé en 2024. Donc au minimum, cette saison, votre équipe va disputer une finale de coupe, ça c'est acquis. Et très probablement une demi-finale du championnat. Ça paraît en bonne voie du moins. Qu'est-ce qui vous motive encore pour exercer des fonctions aussi énergivores? La motivation, après, on va dire que je hais la défaite plus que j'aime la victoire encore, donc je déteste perdre, c'est quelque chose qui me caractérise. Je veux dire, même quand je joue, que ce soit le PlayStation avec mes enfants, mes garçons, ou quand je joue une partie de baby-foot à la caserne, et je ne peux pas perdre. C'est quelque chose qui me dérange. Avec ma compagne, si on joue aux cartes, c'est la même chose. Je peux râler toute la soirée parce que j'aurais perdu une partie. Et clairement, avec l'équipe de Carcassonne, c'est ce qui me maintient, c'est de vouloir gagner des trophées. Et puis, c'est exactement comme ça que sont mes joueurs. C'est mon staff. Tout le monde est dans cette optique-là. Et il n'y a qu'à voir les garçons quand ils font un simple match à toucher. Et ça peut, je ne dis pas dégénérer, mais ça râle beaucoup si on perd, s'il y a un en avant qui n'est pas sifflé, et s'ils perdent le match à toucher à cause de ça, voilà, ça peut vraiment les mettre en colère. Donc voilà, ça c'est la principale source de motivation, elle est là, c'est de gagner les trophées et de prendre du plaisir, parce que c'est un véritable bonheur d'être sur ce stade, d'être avec ce staff-là, avec des amis, parce que voilà, c'est clairement vous des n'arrivez amis. pas d'avoir envie d'autre chose? Là, clairement, ça sera ma dernière saison. Ça sera ma dernière saison à Carcassonne. C'est, comme je dis, ma dernière danse. Et voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Et j'ai la chance de pouvoir, entre guillemets, choisir mon départ. C'est pas donné à tous les entraîneurs. C'est un métier où il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont remerciés ou à qui on ne reconduit pas les contrats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de tous les présidents qu'il y a eu jusqu'à maintenant, et encore aujourd'hui avec Fabienne et Ludo. Donc, je les remercie vraiment à tous. Mais là, voilà, il y a peut-être une petite usure aussi. On a fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup travaillé. Et je pense que maintenant, il est temps de laisser la place à d'autres. Dans votre vie personnelle aussi, il y a eu des choses qui vous ont fait peut-être prendre conscience? Oui, je n'ai pas vécu que des moments faciles. Et puis, à l'inverse, aujourd'hui, j'ai une qualité de vie grâce à ma compagne et mes garçons, clairement, qui me donnent envie de voir aussi autre chose. Et voilà, donc c'est aussi le cours de la vie. Et je pense que là, j'ai fait ce que j'ai toujours aimé. J'ai continué une voie que Patrick Alberola m'avait inculquée, parce que c'est clairement lui mon mentor. Et je remercie Patoun parce que c'est quand même lui qui est venu me chercher, qui a cru en moi le premier. Et donc je les remercie à tous les deux, parce qu'ils m'ont donné cette soif d'apprendre, cette envie de toujours se dépasser et de prendre beaucoup de plaisir, parce que ça c'est clairement leur ADN. Et aujourd'hui, moi j'ai fait que continuer dans cette voie-là. Et donc j'espère que ceux qui prendront ma suite continueront là-dessus. Vous partez pour un break, ou vous avez déjà d'autres sollicitations ou d'autres envies?
Alors oui, j'ai eu quelques contacts, clairement de l'autre code aussi, quelques-uns en rugby à 13, mais rien de très concret. Aujourd'hui, j'ai clairement besoin de repos, On mais souffle un après, petit peu. on verra si un nouveau challenge peut m'intéresser ou pas. Mais voilà, c'est pas ma motivation première. La motivation première, c'est que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire ici. Et je pense aussi que les joueurs ont besoin d'entendre d'autres discours. Et que je pense aussi que ce soit Teddy ou Flo, eh ben, c'est à eux La venue au de forum prendre. était peut-être un peu cet état d'esprit. Oui, c'était clairement je dis pas un passage de témoin, mais c'est clairement quelqu'un qui a les qualités pour prendre la suite, qui en plus avec Teddy Sadawi s'entendent très très bien, on s'entend très très bien tous les trois, et je pense que oui, ça peut être très très bien pour le club. Fred, pardon, Patoun, une réaction à cette décision? Enfin, je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, j'étais au courant, mais il n'y a pas longtemps. Non, je crois que c'est. Voilà. Ça caractérise Fred aussi. Il y a de l'humilité. C'est pas un moment facile. C'est pas facile pour un joueur à s'arrêter. C'est pas facile pour un entraîneur non plus qui restera. Vous pouvez l'écrire et le dire. Hein, ça sera l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club et pendant encore longtemps, puisque ça sera très très difficile de faire mieux, et déjà de faire aussi bien. Donc ça c'est très bien. Effectivement, je comprends tout ce qu'il dit. C'est quand même beaucoup d'investissement. De sacrifice aussi. Il faut pas oublier que on n'est pas professionnel et je ne suis pas persuadé qu'on ne travaille pas plus que beaucoup d'entraîneurs professionnels. Donc c'est vraiment, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de lucidité, il y a beaucoup d'élégance, parce qu'il faut le dire. Hein, c'est aussi nouveau dans le club, hein, ça je peux le dire, sans trop de difficultés, que le club aussi. Je crois qu'il y a, voilà, il y a eu d'autres gens, il y a eu d'autres mœurs, il y a eu d'autres manières de penser. Ça fait longtemps que je dis que les entraîneurs, il ne faut pas les juger que sur gagner ou perdre, parce que ça reste du sport et qu'on l'a vu l'année dernière. L'année dernière, on pouvait à nouveau tout gagner et on a tout perdu sur deux faits de jeu. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça le rugby, ça peut être ça le foot, ça peut être ça tous les sports. Et j'avais toujours dit que, et je suis persuadé, hein, que il vaut mieux travailler sur la profondeur, creuser un sillon, installer des gens, leur donner la confiance, parce que c'est comme avec les joueurs, vous savez, c'est les équipes qui changent tous les dimanches les joueurs. Et on ne leur reproche pas être bon. Je pense que c'est normal, en fait. Mais c'est un peu pareil avec les entraîneurs. Faut croire en ce qu'on fait, il faut laisser du temps au temps, et on a bien vu que ce temps, il a payé. Et il a payé, j'allais dire, en plus avec de l'intramuros, c'est-à-dire des gens de chez nous qui ont aussi un rapport particulier avec les couleurs, avec le club, avec les supporters. Et Fred, il a mis beaucoup d'attention à tout ça. Et voilà, le résultat, il est juste extraordinaire. Voilà, après, ce qu'il fera demain, je lui souhaite moi, que le meilleur. Mais voilà, il faudra qu'il le sait. Il faudra qu'il le sente, qu'il sente le truc. Et je ne pense pas que ce soit le garçon va faire quelque chose s'il le sent pas. Qu'il retrouve surtout, voilà, je pense qu'il y a eu un tout. Il y a eu quelque chose qui s'est mis en place. Il a fallu du temps, parce qu'il a fallu du temps. Hein, mais quand on a confiance en ce qu'on fait et qu'on y croit, plutôt que de changer, comme on l'a trop souvent fait à la SEC, hein, vous le savez, hein, l'entraîneur, nous sommes l'équipe qui a le plus d'entraîneurs au tableau des condamnés. Hein, donc, mieux que l'OM. Oui, on a fait bien mieux que Marseille. Des fois, on a changé 3 fois la même année. On a changé 3 fois la même année. Là. Moi, ce que je constate, c'est qu'en mettant un staff de chez nous qui connaît tout, l'histoire du club, qui connaît les joueurs, à un moment, et que je dis à un moment, on n'a pas attendu Milan non plus. Donc, ça a payé et ça a tracé un chemin où aujourd'hui, et il faut que aussi le club l'anticipe, on aura forcément des jours moins réguliers, hein, parce que là, on s'est habitué à la finale comme on va avec. Non, c'est pas. C'est pas comme ça. Encore, je vois comment on peut sauver en finale quand même. Ça s'établit pas. C'est pas une équation
aussi simple que ça. Et même cette saison où on a démarré, oui, on avait beaucoup de certitudes sur ce groupe, mais il n'empêche que Oui, oui, voilà, il a fallu quand même que ça se construise. Et je crois qu'on a une très belle, et que les joueurs, hein, ils ont quelque chose de magnifique encore à vivre cette année, mais Ce serait un beau cadeau finalement pour un départ. mais rien, ben, c'est ça, n'en parle Un même doublé. pas. Voilà, on peut se le dire, c'est tout ce que je souhaite, voilà, qu'on termine sur une forme d'apothéose, mais bon, on y est déjà, on est dans une, donc c'est déjà très bien. Ouais, mais Fred nous avait un peu pris de court là avec cette annonce. Alors bon, on n'a rien préparé à l'avance, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que, enfin, si Cédric est d'accord, hein, on consacrera une émission entièrement à votre bilan. À votre bilan, une émission où vous inviterez les gens que vous aurez envie de voir. Et puis, voilà, ce sera un bouquet final. Voilà. C'est vous qui aurez le casting, c'est vous qui le donnerez. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, pas tout, nous essaierons de vous libérer ce jour-là. Je ne m'engage pas. Bon, eh bien, écoutez, merci Fred d'avoir choisi cette émission pour faire votre annonce. Merci à vous, Patou, pour votre Pierre. investissement quotidien. Merci Et beaucoup. j'espère que le vôtre durera encore plus longtemps que celui de Fred. Hein. On vous souhaite le meilleur pour la voie que vous choisirez. Hein. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité devant votre écran. Alors, sachez qu'on vous donne rendez-vous donc maintenant. Le jeudi 26 mars à 20h, ce sera avant la réception de Limois Domecq, donc en route pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.